L'ambition, l'ouverture d'esprit et surtout l'audace caractérisent mon invité de la semaine, Bruno Mendes da Silva. J'ai adoré passer ce moment avec Bruno. Je pense que cet épisode aurait pu durer des heures, en réalité, tellement c'était hyper instructif et intéressant. Ce que j'adore chez Bruno, c'est qu'il a une vision hyper claire de là où il veut aller et il nous embarque tout simplement dans sa vision. Et on a parlé de plein de sujets. Sincèrement, je vous invite à aller écouter cet épisode ou à le visionner sur YouTube, car il est vraiment instructif et Bruno, il parle de manière hyper claire et juste transparente et très authentique. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Bruno Mendes da Silva. Bonjour Bruno. Bonjour Angela. Je suis hyper contente de te recevoir. Bah, moi aussi. Il y aura plein de choses qui vont se dire, je suis sûre. Tu es le cofondateur de X, HEEX, Exactement. Qui est au croisement entre le développement durable et la technologie. C'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer de manière simple et pédagogue, je sais très bien que tu sais le faire, qu'est-ce que c'est? Alors, X Technologies, c'est une boîte qu'on a fondée en 2019 à Paris, qui fait du traitement de données pour des IA complexes comme le véhicule autonome. Donc, le concept derrière tout ça, c'est un concept qu'on appelle la Smart Data. Ouais. Donc, la Smart Data, ça vient en évolution ou en opposition du Big Data, qui est des technologies qu'on a utilisées ces 20 dernières années pour construire des intelligences. En fait, en gros, le concept, c'est plus on a de données, plus on est intelligent. Et on s'est rendu compte que il n'y avait pas forcément de corrélation. Okay. C'est-à-dire que la qualité, le volume de données ne voulait pas forcément dire qualité. Et nous, on a développé une technologie qui permet de générer des données pertinentes et pas simplement des données. Donc, on appelle ça la Smart Data. Donc, on aide les ingénieurs à générer des données plus pertinentes pour leurs applications d'intelligence artificielle. Par rapport à la Big Data, on a tout simplement parlé ça, comme tu dis, c'est la révolution des Big Data. Donc, la Smart Data, ce qu'elle fait, c'est qu'elle permet d'affiner la pertinence des données. Alors, c'est un peu plus technique que ça. C'est-à-dire qu'en fait, nous, en fait, on va... T'as un exemple? Les exemples, ça marche bien. Ouais, les exemples, ça marche bien. Donc, en fait, imagine-toi que tu vas entraîner une IA à détecter des piétons. Ok. Donc, tu vas collecter des données pour pouvoir derrière entraîner. Donc, tu collectes des données, ces données deviennent des jeux de données, ces jeux de données deviennent des tenseurs qu'on va utiliser pour faire de l'intelligence artificielle. Et en gros, avant, ce qu'ils faisaient, c'était que pour collecter des données de piétons, tu vas rouler, tu vas filmer pendant 5 heures pour voir, parce que tu sais pas quand est-ce que tu vas voir des piétons. Et du coup, nous, au lieu de faire en sorte qu'ils roulent pendant 5 heures, qu'ils enregistrent 5 heures de vidéo ou 5 heures d'autres capteurs pour pouvoir voir où est-ce qu'il y a des piétons de manière manuelle dedans, nous, en fait, on va créer des algos qui vont leur permettre d'enregistrer que quand il y a des piétons. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une vidéo de 5 heures, par exemple, ils vont avoir 3 minutes. Okay. Où, en fait, il y aura que des images de piétons. Okay. Et ça permet en fait de réduire le temps de traitement, parce qu'en fait, au lieu de traiter 5 heures, tu traites 3 minutes. Et du coup, il y a en cascade, le volume, c'est pas le même, les ressources que tu mets, c'est pas les mêmes, etc., etc. Donc c'est dit assez simplement, mais la logique derrière, c'est de dire que, en gros, de manière générale, on va plus jamais produire moins de données. Parce qu'aujourd'hui, tout est connecté, même les frigos sont connectés aujourd'hui. Moi, j'ai une machine à laver qui peut être connectée au Wi-Fi pour télécharger des programmes. Donc, tout génère des données, tout est intelligent maintenant. Et en fait, si on sait que la gestion de ces données-là crée des problèmes, parce que les données deviennent lourdes à un moment donné, elles deviennent difficiles à traiter, elles sont parfois corrompues. Enfin, il y a énormément de problèmes par rapport à ça. Et surtout, il y a un autre facteur, il y a le facteur de l'impact sur l'environnement. Oui, c'est ce que j'avais demandé du coup. À quoi ça sert tout ça? Voilà, à un moment donné, ces données, elles sont stockées quelque part, et ce stockage-là crée beaucoup d'utilisation en électricité, en networking, c'est-à-dire en réseau, etc. Et si on utilise toutes ces ressources pour des données qui servent à rien, en gros, il y a la possibilité de réduire l'impact du traitement de données sur la planète. Donc,
si on fait des ordres de grandeur, parfois on peut réduire de 90 à 95% les données inutiles qu'on est censé enregistrer. Donc derrière, si on arrive à vraiment passer d'un modèle big data à un modèle smart data et que demain on ne collecte que des données pertinentes, en fait on va aussi avoir un énorme impact sur l'environnement. Voilà. Hyper intéressant, parce que en fait, ce qui je trouve d'autant plus intéressant, c'est que t'en parles avec une expertise folle, mais avant c'est pas du tout ton domaine. Enfin, t'es parti à Shanghai, je pense, en 2012. T'avais 22 ans. Tu peux me dire d'où t'es parti cette idée déjà de l'environnement, parce que c'est pas quelque chose, même à l'époque, il y a 12 ans. Ouais. Il y a 12 ans. C'est pas un réflexe qu'on avait, en tout cas environnemental. Donc, tu peux me raconter un peu comment ça t'est venu? Moi, j'ai jamais été un activiste de l'environnement. Je le suis toujours pas, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis un peu plus engagé, je pense. Pour parler, on va dire un peu plus personnellement, je pense que être originaire d'une famille africaine, je pense que les Africains et les populations les plus défavorisées, on va dire, dans le monde, c'est les plus écolos. Parce qu'en fait, ils recyclent tout, ils jettent rien, tout est réutilisable. Donc en fait, l'écologie, c'est pas un concept européen ou occidental. L'écologie, c'est un concept qui vient des gens qui vivent avec ce qu'ils ont et les moyens qu'ils ont, et ils ne consomment pas plus que leur terre leur propose. Ce qui est paradoxal d'ailleurs. Ce qui est paradoxal. Ce qu'on va dire à chaque fois. Donc voilà, en Occident, on aime bien faire la morale et le discours du développement durable, mais en fait, c'est les entreprises occidentales qui polluent le plus, et c'est les entreprises c'est les gens qui habitent en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie, qui sont les plus, en tout cas, qui ont l'impact carbone le plus faible, je pense, dans le monde. Donc, déjà, je pense que, moi, je dis jamais que je suis écolo, mais je dis que le fait d'avoir des racines africaines, aujourd'hui, on a forcément, on va dire, cette fibre, on va dire, cette sensibilité d'être plus intelligent par rapport à ça. Ensuite, moi, j'ai choisi d'aller en Chine en 2012 parce qu'on devait faire un échange universitaire, et j'avais le choix entre plusieurs pays, et notamment les États-Unis, un pays que j'aime beaucoup, que j'avais déjà visité, et c'était un peu un rêve de se dire que peut-être j'allais aller dans un campus universitaire américain, voir les fraternités, voir les équipes de basket, etc., etc. Mais en même temps, quand j'ai regardé l'Asie, un continent que je connaissais pas à l'époque, je me suis dit, est-ce que j'aurai l'opportunité plus tard de vivre aussi longtemps dans un pays asiatique? Et je me suis dit, sûrement pas. Je me suis dit, les États-Unis, je suis presque sûr qu'un jour j'y passerai beaucoup de temps. Donc j'ai choisi d'aller en Asie. Quand je suis arrivé là-bas, à Shanghai, j'étais choqué par la pollution. C'est-à-dire que, en fait, c'était impossible. Je suis arrivé au mois d'août, c'était impossible de voir le ciel ni le soleil, parce qu'en fait, j'ai posé la question, j'ai dit, mais il fait pas beau, qu'est-ce qui se passe? On m'a dit, non, c'est de la pollution. Donc, et en fait, les gens avaient tous des masques, un peu comme ces dernières années avec le Covid. Et si tu mettais un masque, tu pouvais à un moment voir que le masque attrapait les particules des pots d'échappement, et que le masque à un moment donné devenait noir, quoi. Donc moi, ça m'a vraiment, vraiment choqué, parce qu'en gros, nous, on se lève en été, quand on est à Paris, on voit le ciel. C'est impossible de se dire que s'il fait beau, on va pas voir le ciel. Et ça m'a beaucoup marqué. Et je me suis dit, et si ce phénomène-là, il arrivait en Europe? Et là, je me suis dit, je sais pas, j'ai été touché par ça, et je me suis dit, j'ai envie de trouver une solution par rapport à ça. Alors, quand on est jeune, on est un peu naïf, et on est un peu, on va dire, et je pense qu'il faut être naïf dans la vie. Oui, dans la vie. Dans la vie, parce que, voilà, parce que si on n'est pas naïf, en fait, on fait rien. Mais j'étais naïf, et je me suis dit, il y a peut-être un moyen de lutter contre ça. Et quand j'ai regardé les principaux éléments qui polluaient, j'ai vu qu'il y avait des voitures, et je me suis dit, si on met des voitures électriques, peut-être qu'on pourra, voilà. C'était une réflexion très basique. Mais ouais. Et au final, ça m'a mené à créer une première entreprise en 2013 qui s'appelait Greenux Car, qui faisait de la location de voitures électriques et hybrides.
c'est comme ça que j'en suis arrivé à faire ma première boîte. Et ça, du coup, tu es rentré en France après ça pour développer ce business-là. Et j'ai cru comprendre que ça n'a pas forcément pris, mais en tout cas, il n'y a pas eu de résonance, on va dire. Ça, tu peux m'en dire un peu plus et qu'est-ce qui t'a amené du coup à partir aux States et voilà, déjà ça. Quand moi je suis rentré, donc j'ai monté ça, moi j'étais super enthousiaste. Je me suis dit comment c'est possible comment serait-ce possible que des gens me disent non, ton idée elle est pas bien si tu veux avoir un impact positif sur la planète. Et quand j'en parlais, en fait, le retour que j'en avais, ça avait rien à voir avec ce que je pensais. Et je me suis rendu compte que la voiture, c'était quelque chose dont les Français et les Parisiens, paradoxalement, étaient très attachés. Et que changer le mode de consommation de ces véhicules-là, c'était pas du tout quelque chose auquel ils avaient pensé. T'en parlais à qui? Tu vois, quand tu dis, genre, parce que, tu vois, je me dis, t'as 23 ans, tu rentres, t'as une idée, tu te dis, tu vas révolutionner le monde, tu vas voir qui? Moi, ce que j'ai fait, c'est que, vu que j'ai fait une école de commerce, j'ai fait une présentation. Donc, j'ai fait un PowerPoint. Deck. Exactement. Ensuite, j'ai contacté des réseaux d'investisseurs, des business angels principalement. Donc, j'ai commencé par me dire qu'il fallait que je trouve des partenaires financiers pour faire ça, donc des investisseurs, des structures qui finançaient. Et j'ai présenté, je me rappelle que quand j'ai présenté ça devant une soirée où il y avait des business angels, et il y avait le fondateur de showroom privé, Thierry Petit, qui me dit t'as l'air. Pourquoi un garçon qui a l'air aussi intelligent veut faire un truc aussi complexe? Il était gentil, mais il m'a dit aussi con, quoi. Pourquoi tu veux te prendre la tête à louer des voitures électriques? Parce qu'il trouvait pas ça ambitieux ou trop complexe? Non, parce qu'il m'a dit que les Français aimaient bien le bruit des voitures, le bruit de leur moteur. En gros, il m'a donné des arguments qui étaient. Moi, quand j'y ai repensé, je me suis dit, mais attends. C'est pas possible que ça soit lui qui me dit ça. En gros, si c'était bref. Et du coup, j'ai halluciné qu'on me dise que le fait que la voiture elle fasse pas de bruit, c'est une raison pour laquelle en fait faut continuer à polluer. Et donc ça m'a encore plus renforcé sur le fait que si les arguments ils sont aussi pauvres, c'est qu'en fait il y a vraiment un truc à changer. Donc voilà, donc j'ai contacté plein de gens, j'ai contacté le ministère du développement durable. Petite anecdote, quand je les ai contactés, ils me répondaient pas. Donc je suis allé sur internet, j'ai trouvé les adresses email de tout le cabinet de la ministre. J'ai envoyé un mail à tous les conseillers de la ministre et j'ai renvoyé le même mail plusieurs fois. Et en fait, à un moment donné, il y en a un qui m'a répondu, bonjour monsieur, faut pas envoyer des mails à tout le cabinet. Je lui dis, mais madame, si vous me répondez pas, vous voulez que je fasse quoi? Elle me dit, en fait, faut écrire un courrier, faut attendre qu'on vous réponde, etc., etc. J'ai dit, écoutez, là, vous avez répondu. Je me dis, j'aimerais bien avoir un rendez-vous. Donc, j'ai eu un rendez-vous avec cette conseillère. Quand je suis arrivé, elle m'a dit, qu'est-ce que vous voulez? Je me suis dit, moi, je veux rien. Moi, je porte un projet qui peut aujourd'hui être soutenu et porté par le ministère. Voilà, parce que c'est dans la même. À l'époque, Ségolène Royal, elle voulait rouler en Zoé pour aller au ministère. Donc, je lui ai dit, moi, je m'inscris totalement dans votre stratégie, non? Elle m'a dit oui, mais parce que voilà. Et en fait, aujourd'hui, ça paraît un peu aberrant, mais à l'époque, il n'y avait pas la French Tech. Il n'y avait pas de conscience. Pas la French Tech, je pense aussi pas de conscience environnementale. Ouais, mais surtout, il n'y avait pas ce côté, on veut développer des entreprises innovantes. Le président à l'époque, c'était François Hollande. Et en fait, sa bataille, c'était pas les startups, c'était les grands groupes français qui ont du mal. Donc c'était pas du tout ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est pour ça que quand je parle de ça, souvent, j'essaie à chaque fois de replacer dans le contexte, de dire qu'en fait, en 2013, en 2014, Macron, il n'était même pas ministre. Il était même pas là. Il était secrétaire général adjoint de l'Élysée. Donc en fait, il était loin de tout ça. Et en gros, il n'y avait pas de French Tech, il n'y avait pas tout cet écosystème-là. Donc en fait, la seule start-up qu'on connaissait, c'était BlaBlaCar. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, à un moment donné, il y a eu des nuages de pollution à Paris. Et en gros, ils ont décidé de faire la circulation alternée.
Oui, je me souviens. Truc Voilà, impair, père impair. plaque, en disant que si les plaques d'un certain numéro ne roulaient pas, ça les voilà. Et du coup, la personne qu'on invitait sur tous les plateaux, c'était Frédéric Mazella, le fondateur de Blablacar, qui est, je pense, une entreprise qui a vraiment servi à plein de Français, mais qui répond pas aux besoins parce qu'on fait pas un covoiturage entre porte-maillot et Nation. Place de la Nation, quoi. Donc, moi, je lui dis, il y avait une autre boîte dans le sud qui proposait à peu près la même chose que nous. Je disais, mais il y a d'autres entrepreneurs comme moi qui veulent mettre en place des solutions d'électromobilité. Et pourquoi c'est pas eux qui sont invités? Et en fait, tout ça, le fait qu'il n'y ait pas de réceptivité auprès des business angels, il n'y ait pas de réceptivité auprès des médias, il n'y ait pas de réceptivité auprès des pouvoirs publics, je me suis dit, franchement, est-ce que ça sert à quelque chose de vouloir continuer dans un endroit où les gens, ils ont juste pas envie d'écouter? Ouais. Et de l'autre côté, aux États-Unis, en Californie, le gouverneur, c'était Arnold Schwarzenegger. Rien à voir. Le mec, il a mis une politique électromobilité. Du coup, qu'est-ce qui a fait que t'es parti? Parce que, ce qui est cool, c'est que tu t'es pas arrêté à ça. Parce que il y a plein de gens qui peuvent se dire, il m'écoute pas, du coup, mon projet est nul. Enfin, tu vois. Mais toi, non, tu vois. Bah non, parce qu'en fait, ça se voit la planète, elle est polluée. Il y a des nuages de pollution, il y a des circulations alternées. À Shanghai, on voit pas le soleil. Je peux pas me dire que c'est ça, exactement. Forcément. Non, mais et moi, en fait, la seule chose que je me suis dit, c'est, et souvent, c'est comme ça, c'est les gens ne perçoivent pas, ne voient pas loin. Oui. C'est-à-dire que vision court-termiste, voilà, ils ont une vision très court-termiste de ce qu'ils veulent faire, et c'est pour ça que quand on propose des innovations, même si parfois on arrive à bien mettre en contexte, les gens ils vont pas forcément comprendre. Faut pas oublier que avant pendant peut-être 3-4 ans, quand Uber ils sont arrivés à Paris, ils ont été interdits par le gouvernement, ils ont eu les grèves des taxis, on a brûlé des voitures, etc. Et aujourd'hui, voilà, les chauffeurs de taxi et les chauffeurs VTC cohabitent ensemble. Et en vrai, c'est pas forcément la même utilisation. Les courses que les chauffeurs Uber prennent, c'est les courses que les taxis veulent pas prendre. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, les taxis ne veulent pas prendre des courses à moins de 10 euros, à des courses à 12 euros parce que ça les intéresse pas. Donc, il y avait vraiment une cohabitation, et c'est pareil pour moi. Et je me suis dit, je pense que soit je m'exprime pas bien, et c'est possible, hein. Soit les gens sont vraiment pas prêts en fait à entendre ce discours-là, et au moins si j'avais une autre caisse de résonance, ça soit le gouvernement, soit les médias, soit certains financiers, etc. Mais comme il y avait personne qui voulait entendre parler de ça, je me suis dit je vais aller aux États-Unis, et voilà, un peu caricatural. Je pars aux États-Unis parce qu'en France les gens ils veulent pas m'écouter, quoi. Oui, mais du coup ça, qu'est-ce que ça a changé? Quand t'es parti avec l'idée de Greenlux Car. C'est ça. T'es allé aux États-Unis, t'es resté 2 ans. Ouais. Quand t'es revenu, qu'est-ce que ça a changé dans ta vision, surtout, de la boîte et de ce que tu voulais faire? J'ai compris qu'en fait, en France, on n'avait pas d'écosystème, on va dire, d'entreprises innovantes. Ouais. Il n'y avait pas les structures pour accompagner ça, parce qu'en fait, aux États-Unis, Apple, ça a été créé, je crois, en 1984 ou un truc comme ça. Donc en fait, eux, des entreprises innovantes, ils en avaient depuis 30 ou 40 ans. Et en fait, des investisseurs, il y avait un vrai écosystème. Donc quand je suis rentré, je me suis dit qu'en fait, c'était difficile de vouloir mettre en place des vraies innovations quand les gens ils comprennent pas. Et aujourd'hui, je le vois parce que ça me fait marrer parce qu'en fait maintenant il y a des Uber, ils ont sorti Uber Green. Oui. Et donc il y a des voitures Uber Green. Ouais. Donc c'est des voitures hybrides ou des voitures électriques. Moi je prends que ça. Donc en fait, 10 ans après, c'est complètement normalisé. Et en fait, c'était pas une question que le projet était pas bien. Oui. C'est juste que le timing était pas le bon entre la réceptivité des gens et moi. Donc moi, je suis arrivé ici, j'avais en tête de faire évoluer mon projet, parce qu'en fait, quand je suis arrivé là-bas, en fait, eux, ils parlaient pas que de pollution. Ils parlaient des accidents, des embouteillages, etc. Et
la mentalité américaine, quoi. C'est-à-dire que nous, on va pas régler qu'un problème, on va régler on va régler tout le problème. C'est-à-dire que la voiture, comme on la connaît depuis 100 ans, elle a pas évolué. Elle est devenue plus, il y a plus de sécurité, il y a plus de confort, mais le concept d'avoir un conducteur, un passager et des places à l'arrière, c'est le même depuis Henry Ford il y a 100 ans. Sachant que, je sais pas si tu te souviens de nos manuels quand on était petits, on pensait qu'en 2000 on allait voler. Exactement. On n'a jamais volé. On n'a jamais volé. Et c'est pas près d'arriver. Donc en fait là-bas, j'ai découvert qu'en gros les externalités négatives de la voiture, c'était pas que la pollution, c'était beaucoup d'autres choses. Et il y avait à travers l'intelligence artificielle, c'est-à-dire permettre aux véhicules de conduire de manière autonome, ça allait régler ces problématiques-là. Et du coup, ça t'a un peu ouvert, ça t'a élargi. Exactement. Donc, au lieu, en fait, quand je voyais que mon projet il marchait pas, au lieu de me dire bon, je vais peut-être réduire la voilure, je me suis dit je vais faire un truc, je vais pousser encore plus loin et voilà. Et du coup, je suis rentré et je me suis dit est-ce que je fais évoluer mon projet ou je commence une nouvelle boîte. Au début, j'ai réfléchi à comment je pouvais faire. Je pouvais pivoter. Ouais. Mais en fait, j'allais passer d'une boîte de service à une boîte de technologie. Parce qu'en gros, le véhicule autonome, c'est pas du service. C'est de la tech pure. En tout cas, à ce stade de maturité. Aujourd'hui, c'est beaucoup de R&D encore. Donc, déjà, c'est de la tech. De deux, moi, je suis pas ingénieur de base. Donc, expliquer aux gens que je suis pas ingénieur et que je vais faire un pivot pour aller faire, je me suis dit non, ça va pas fonctionner. Donc, en fait, il faut redéfinir les bases de ce que je veux faire et trouver des nouveaux associés qui vont plus correspondre à ce que je veux faire, à ce qui m'intéresse maintenant. Et c'est là où, en gros, la transition, elle s'est faite entre Greenux Car et X-Technology. Et justement, quand tu dis redéfinir les bases, ça, comment est-ce que tu l'as fait? Redéfinir les bases, c'est les fondements d'un projet, c'est important. Il y a déjà les associés. C'est-à-dire que moi, la première boîte, je me suis associé un peu avec des gens qui étaient autour de moi, mais pas forcément des personnes en fait qui avaient des compétences. Parce qu'en gros, en fait, il y a beaucoup de quand on commence, souvent, on valorise beaucoup la loyauté, parce qu'en fait, on se dit, quand on lance un projet, on n'a pas envie d'être avec des gens qui vont nous trahir ou qui vont ne pas être là quand on a besoin, etc., etc. Alors qu'en vrai, il faut juste être avec des gens qui ont des compétences qu'on n'a pas, et du coup, qui peuvent faire des choses que nous, on ne sait pas faire. Et sachant que même ces sujets de loyauté, de soutien, tu peux le trouver ailleurs. Bien sûr, bien sûr. Et puis même, en vrai, mais ça peut être un long débat. En vrai, il n'y a pas de loyauté dans les affaires. Pour moi, ça n'existe pas. En gros, nous, en tant que consommateurs, on est les gens les plus féroces, impitoyables. Oui, c'est-à-dire que tu peux acheter des gâteaux pendant 10 ans, il suffit que le concurrent il est baissé de 20 centimes, tu vas changer ton... Donc, en vrai, il n'y a pas de loyauté. Et c'est pas que quand je dis il n'y a pas de loyauté, c'est pas péjoratif. Oui, bien sûr, mais c'est dire que le concept de faire des affaires, c'est de faire des transactions. Et en fait, il n'y a pas de transactions déloyales, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, soit, en fait, la personne, elle me propose un service identique pour moins cher, je vais là-bas. Et c'est pour ça que, à partir du moment où on pense comme ça, en fait, on va mieux vivre les hauts et les bas d'une aventure entrepreneuriale où, malheureusement, ou heureusement parfois, les gens avec qui tu vas commencer, c'est pas les gens avec qui tu vas finir. Donc tant qu'on n'a pas fait une aventure entrepreneuriale complète, on peut pas comprendre ça. Parce que comme quand on est en primaire, on se dit, les gens avec qui on est rentré au CP, on va être amis jusqu'au CE2 ou au CM2. Et en fait, non. En fait, il y a des gens au CP, en CE1, on n'est plus amis, en CM2, on se parle même plus. Donc, j'aimerais bien que tu nous racontes comment est-ce que tu as trouvé ton associé. Parce que je trouvais ça hyper bold, ce que tu as fait. Je me rappelle son prénom. Arnaud. De la Fortette. Tu peux nous en dire plus de comment tu l'as trouvé cet associé, qui est un couple un peu atypique, je trouve. Exactement. Dis-moi en plus. Alors, en gros, moi, l'un des trucs que j'avais compris, donc c'était que il fallait absolument que
l'équipe de base, elle répond vraiment aux besoins du projet. Et que voilà, tout ce côté dont j'ai parlé, de loyauté, d'être là les uns pour les autres, ça n'a pas vraiment de valeur parce qu'à un moment donné, on va vouloir être financé. Et en gros, aller voir le banquier ou un investisseur en disant lui, il est bien parce qu'il est loyal, ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas de valeur. Donc, ça commence par qui sont les porteurs du projet. Donc moi, j'avais mon expérience entrepreneuriale et un profil plutôt business. Et il fallait vraiment sur cette entreprise de technologie quelqu'un qui puisse être hyper expérimenté. Là où moi je suis pas encore parce que j'étais encore beaucoup plus jeune qu'aujourd'hui. Et j'ai fait donc une nouvelle présentation et je l'ai présenté à un fonds d'investissement avec qui j'avais des contacts à l'époque, qui m'a dit écoute, ton projet, donc l'angle que j'avais pris sur le traitement des données qui pourrait être un peu plus optimisé. Donc j'étais pas encore arrivé à la smart data, mais je savais qu'il y avait un goulot d'étranglement sur la partie données qui faisait que ça ralentissait les développements technologiques parce qu'il y avait trop de données à traiter, etc. Des choses que nous, en tant que consommateurs, on voit pas, mais que les ingénieurs qui traitent les données qui vont derrière servir aux produits qu'on utilise tous les jours, eux, ils ont ce problème-là tous les jours. Donc ils me disent ce projet a l'air intéressant, etc. Mais il va falloir que tu trouves un CTO, donc un directeur technique, qui va pouvoir t'aider à affiner un peu ta vision, voir un peu à quoi le produit va vraiment ressembler à la fin, etc. Et ils m'ont dit écoute, il y a un expert qu'on connaît qui s'appelle Arnaud de la Fortelle, c'est un chercheur, il est directeur du centre de robotique de l'université des Mines, donc peut-être qu'il pourrait te donner des conseils. Sauf que moi, je reviens des US et en fait, je suis pas du tout dans la mentalité où parfois on peut être en France dans la lutte des classes. Donc moi, je suis un fils d'immigré qui a fait une école de commerce, donc je peux pas parler de manière égale à quelqu'un qui a la cinquantaine, qui a fait Polytechnique et qui est chercheur maintenant. Donc je peux que aller le voir pour lui demander des conseils, mais pourquoi pas m'associer avec lui? Parce qu'en fait, s'il est bon, en fait, il faut juste qu'on travaille ensemble. Mais ça, c'est une démarche très américaine, parce qu'en fait, les Américains, ils ont pas ces limites de se dire, en fait, il y a des gens, maintenant que Barack Obama, il est plus président, ils lui proposent de s'associer avec lui pour faire du business. Sûr, ils se disent pas, c'est l'ancien président des États-Unis, je peux que lui serrer la main. Donc moi, je pars avec la mentalité, je me dis, moi, je vais pas lui demander des conseils, moi, je vais lui demander de bosser avec moi. Et ça, tu le savais avant de partir? Avant de faire le rendez-vous? Okay, je savais avant de faire le rendez-vous. Ouais, je savais que je voulais faire ça. Après, il me dit oui, il me dit non, c'est une autre histoire. Mais, j'allais pas aller là-bas en me disant, est-ce que vous pouvez me donner des conseils? Donc je suis arrivé là-bas, je me suis présenté, je lui ai expliqué le projet, etc. Et il m'a dit, écoute, c'est super intéressant. Moi, j'ai identifié aussi cette problématique-là sur les données. Donc on a une discussion qui dure 4 heures. Et en fait, à un moment donné, il me dit, écoute, franchement, pour quelqu'un qui n'est pas un expert technique, je trouve que t'as bien fait tes devoirs, que tu connais les concepts, que t'as fait une bonne étude de marché, etc. Par contre, qu'est-ce que tu veux de moi parce que en fait, on peut rester parler des heures, mais qu'est-ce que tu veux sans voilà. Donc moi, je lui dis, écoute, moi, je recherche un associé sur la partie tech. Il m'a dit, écoute, ok, mais du coup, on se connaît pas. Pourquoi je m'associerais avec toi, en fait? Normal. Moi, je suis dans la labo où en fait il y a des chercheurs qui partent pour créer des boîtes. Moi, je peux m'associer avec des gens que je connais, avec des gens qui ont des expertises techniques. Et je lui dis, oui, mais là, c'est là le problème. C'est qu'en fait, une boîte, c'est pas l'expertise technique. C'est l'expertise commerciale. Parce une fois que vous avez construit le produit, il faut le vendre. Il faut le marketer. Et moi, je veux bien que tu me cites une boîte que vous avez sortie du labo qui, aujourd'hui, vaut 1 milliard. Là, il a bugué. J'ai dit, ok. Et il m'a dit, et je lui dis, écoute, en plus, moi je reviens des US, et en fait, quand il m'a présenté son parcours, il m'avait dit qu'il avait fait une année sabbatique à Berkeley, donc en Californie, à Silicon Valley, où il avait enseigné,
et il avait fait de la recherche avec l'équipe de recherche de l'université de Berkeley. Et je lui dis, toi et moi, on était en Californie au même moment, donc on se connaissait pas, donc on s'est pas croisés, mais tu sais très bien qu'en fait, les gens qui ont ton pédigré aux États-Unis, ils travaillent pas dans des labos. Ils font des billion-dollar companies, ils travaillent chez Google, ils sont chief scientists chez de Stanford. Voilà, c'est comme Yann Lequin, c'est le directeur de l'IA chez Facebook. Avant c'était un chercheur, mais à un moment donné, il s'est dit bon, c'est bien de faire la recherche, mais c'est quoi l'impact qu'on a sur le monde? Donc moi je lui ai dit, ça fait 15 ans que tu diriges le labo, ça fait 20 ans que tu fais de la recherche. C'est cool, tu publies des papiers et dans des super revues scientifiques, tu encadres des doctorants, mais en vrai, c'est quoi l'impact dans le monde réel? Et là, je pense que dans l'idée dont je t'ai parlé, il y a un vrai impact parce que dans les années à venir, il va y avoir, pas simplement sur les véhicules, mais sur plein d'autres systèmes, des intelligences artificielles, il y aura cette problématique de comment on va traiter les données. Et là, il me dit, waouh, en gros, ce que je fais, c'est nul, quoi. Genre, en gros, je suis un chercheur, j'ai fait Expo. Tu lui as dit, en fait, t'as pas assez d'ambition. C'est un peu ce que tu lui as dit. Et en rigolant, quoi. Et je lui dis, non, je te dis pas ça, mais je dis juste qu'en fait, à un moment donné, il faut transitionner. Au moment où t'es dans ta vie, soit tu le fais maintenant, soit tu le feras jamais, en fait. Donc, moi, je pense sincèrement, et ça, c'est mon côté, on va dire, où j'ai fait beaucoup de sport quand j'étais plus jeune, où je le challengeais, de me dire, je pense que tu retomberas jamais sur un profil comme moi. Parce qu'en fait, t'es dans un environnement où il y a que des gens comme toi. Les gens comme toi, ils bougent pas. Donc en fait, un mec comme moi, je pense que c'est la première fois qu'on vient te voir de la manière dont je suis venu te voir, et je pense que tu rencontreras plus de personnes comme moi. Ouais. Et il m'a dit, ouais, c'est vrai. Du coup, après réflexion, il m'a dit, écoute, on s'engage avec des précautions quand même. Bien sûr. Il m'a dit, on va faire ça en 2 temps. Je vais pas quitter le labo d'un coup. On va faire ça progressivement. Je vais prendre des parts, je vais t'accompagner. Et une fois que le projet il a une certaine viabilité, en gros, je pourrais venir. Donc je lui dis, écoute, franchement, moi, il me fallait juste ton go. Et je lui dis, t'inquiète pas. On va faire en sorte que d'ici 1 à 2 ans, tu quittes le labo. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. On a lancé la boîte en 2019 et en 2021, parce qu'après, il y a eu le Covid en 2020, c'était un peu compliqué. Mais en 2021, du coup, il a démissionné du labo, de son poste de directeur du labo pour être full-time chez X. Donc, pour moi, c'était quand même un bol de move. Un super accomplissement parce que se donner un objectif et de l'accomplir comme ça, c'est bien. Et je me suis dit, parce qu'en fait, Arnaud, il fait quand même partie, il a quand même été récompensé. Il fait partie des 2000 meilleurs chercheurs de l'histoire de France. Ouais. C'est-à-dire que, voilà. Donc, il a eu sa tête sur le Panthéon, projetée sur le Panthéon. J'adore. Donc en fait, je me suis dit, si j'arrive à le convaincre, en fait, on pourra aller loin, quoi. Trop bien. Et après, tu peux pas empêcher les mauvais ans qui vont dire, ouais, en gros, il est pas vraiment dans le projet, il a juste pris des parts, mais il fait rien. Enfin, en gros, j'ai entendu tous les trucs. Mais en fait, tant que tu sais pourquoi t'as fait les choses, ce que tu fais, ce que les autres pensent ou ce qu'ils disent, tu peux pas le maîtriser. Je suis d'accord. C'est-à-dire que même aujourd'hui, des gens comme Jeff Bezos, comme Bill Gates, on a dit que Bill Gates, il mangeait des enfants, c'était comment on appelle ça? Un reptilien. On a dit, que Elon Musk, il est fou, que Steve Jobs, à l'époque, on disait que Apple, ça allait jamais battre Microsoft. Enfin, en fait, ça, c'est un autre message. Il faut pas prendre en compte, si on a critiqué des gens qui ont eu des réussites anormales, parce qu'en fait, réussir au niveau de Bill Gates ou de Elon Musk, c'est pas commun, il y en a peut-être 20 sur des milliards. Donc, si on a réussi à critiquer des gens comme ça,
en fait, il faut pas que si toi on te critique, Ouais, je suis d'accord. Faut pas, enfin, en gros, c'est, malheureusement, l'être humain, il a ses bons côtés, il a ses mauvais côtés. Donc, en gros, bah, même nous, moi, ça m'est déjà arrivé, je pense qu'on se considère tous comme des gens bien, et ça nous a déjà arrivé de faire les mauvaises langues, quoi. Faut pas s'arrêter à ça. C'est clair. Et aujourd'hui, bah, je pense que t'as d'autres questions sur comment ça se passe aujourd'hui, mais en gros, l'énergie que les gens nous donnaient quand on a commencé, l'énergie que les gens nous donnent là, rien à voir. Ouais. Bah, du coup, moi, j'aimerais bien revenir à ça parce que, tu vois, moi, ce que j'entends de tout ce que tu as dit, il y a quand même beaucoup d'ambition, beaucoup d'audace, de la curiosité. Et j'aimerais savoir d'où ça te vient. Tu vois, par rapport à l'histoire de tes parents, j'aimerais bien que tu me parles de tes parents, d'où ils viennent, leur histoire. Et toi, je sais que tu es né au Portugal. Ouais. Et que tu as grandi à Mantes-la-Jolie. Ça. Donc, dis-moi en plus sur ça, parce que j'aimerais bien comprendre comment ça a constitué la personne que tu es aujourd'hui. Bah, en vrai, les mots que t'as cités, donc ambition, curiosité, audace, c'est exactement ce dont mes parents ont eu besoin pour venir en France. C'est-à-dire que mes parents, ils sont nés en Guinée-Bissau, et ma mère, elle est née, elle a grandi là-bas, mais mon père, il est vite parti au Sénégal quand il était jeune, parce que ses parents se sont séparés. Okay. Donc il a vécu avec son père jusqu'à ses 12 ans. Et en fait, son père, donc mon grand-père, a disparu. En fait, jusqu'à aujourd'hui, on sait pas, enfin, je pense qu'aujourd'hui, il est sûrement décédé, mais un jour, il l'a déposé chez la famille. En fait, il n'est jamais revenu. Donc, mon père, à l'âge de 12 ans, il a dû un peu se débrouiller, etc. Et en fait, à l'époque, il y avait des oncles qui venaient en France dans la période où il y avait une grosse industrialisation de la France, développement des usines Renault, Peugeot, etc. Et en fait, les oncles, la famille qui était là, bah, ils prenaient des photos et ils les envoyaient là-bas. Et du coup, les jeunes, dont mon père, se dit, ah, ça a l'air bien là-bas. Donc, il s'est dit, moi, j'aimerais bien aller voir par mes propres yeux. Et quand il appelait ses oncles lui disaient, ah, il y a plus de travail en France, c'est pas vrai ce qu'on vous dit, si c'est pas bien, etc., etc. Il ne veut pas partager le gâteau. Exactement. Et mon père, il s'est dit, bon, je vais pas écouter, j'ai vu les photos, et lui, son rêve, c'était de faire le tour de l'Arc de Triomphe en voiture. Son rêve, c'était de conduire dans Paris et de réussir à faire le tour de l'Arc de Triomphe. Donc, il s'est dit, je vais réussir à faire ça. Donc, ça, c'était son ambition. Quand tu viens d'aussi loin, pour nous, c'est normal de le faire, mais quand tu viens d'aussi loin, quand t'es né dans un village et que t'as perdu ton père à 12 ans et que t'as été déscolarisé en 5e, enfin, c'est un rêve ultime de pouvoir faire ça. Ouais. Donc il s'est dit, bah écoute, je vais le faire. Et il a travaillé, il a économisé, et comme beaucoup d'Africains subsahariens, bah il a trouvé un moyen d'arriver en Europe. Donc au début, il est arrivé en Suisse. Je crois qu'il s'est trompé. Il est retourné. Il retourne au Sénégal. Oui. Bah oui, parce que en Suisse, c'était pas pas du tout là-bas où il fallait aller. Et en fait, il a compris que il y avait des pays qui étaient un peu plus accueillants. Et sa stratégie, c'était de te dire, le Portugal venait de rentrer dans l'Union européenne. Il s'est dit, si j'arrive au Portugal, que j'ai la nationalité portugaise, ce sera plus facile d'être naturalisé français. Et est-ce qu'il y a aussi le lien avec le Portugal et la Guinée-Bissau? Ou pas forcément? Je pensais que c'était ça, moi. Pourquoi vous avez été au Portugal? Non, parce qu'en fait, mon père, il n'a pas grandi en Guinée-Bissau. D'accord. Lui, mon père, il parlait aussi bien anglais que portugais, parce qu'en fait, avec son père, pendant plusieurs années, ils ont vécu en Guinée-Conakry. D'accord. Donc, ils ont en Guinée-Conakry, en Gambie, et en Gambie qui parlait anglais. Anglais, ouais. Et en fait, ça aurait pu être le cas, mais l'histoire de mon père fait que c'était pas vraiment ça. Et du coup, il s'est installé au Portugal. Il a trouvé un travail de serveur là-bas. Il a fait venir ma mère et moi et 2 de mes frères, on est nés là-bas. Et ensuite, quand j'avais 2-3 ans, il a dit, allez, ça y est, ça fait 10 ans. Il a été naturalisé portugais. Il a dit, maintenant, je pars en France.
Et ensuite, on arrive en France, à Mantes-la-Jolie. Et là, après, on a été naturalisé français. Puis voilà. Mais... Et comment était ton enfance, toi, à Mantes-la-Jolie? Quels souvenirs tu gardes? Est-ce que, tu vois, quand tu étais petit, quels étaient tes rêves? Tu vois, aujourd'hui, on parle de X. Tu vois, on dirait que tu fais ça toute ta vie. Mais en fait, à l'époque, tu as parlé aussi du fait que t'es sportif. Quels étaient tes rêves quand tu étais petit? Tu t'aspirais à quoi? Alors, quand j'étais petit, je voulais être pompier. Ok. Sauf des vies, hein, c'est très bien. Je voulais être pompier. Et après, mes parents, ils m'ont mis au basket. Et j'étais pas le plus grand, d'ailleurs. Ils m'ont mis au basket. Et j'ai fait du basket j'ai fait du basket jusqu'à 22 ans. Okay. Et ce qui s'est passé, c'est au lycée, je suis parti en centre de formation de basket. Et à ce moment-là, je me suis dit, j'aimerais bien être basketteur professionnel. Ok, donc à faire. Donc voilà, donc j'étais à Roanne dans la Loire. Ok. C'est pas très loin de Lyon. Et voilà, donc on va dire mon ambition à cette époque-là, elle a transitionné de vouloir être un Power Ranger à vouloir être un pompier, à vouloir être un basketteur. Mais dans un coin de ma tête, j'ai toujours eu aussi des métiers, on va dire, un peu plus business. Je me suis dit, j'aimerais bien être trader, j'aimerais bien être expert comptable. Et ça devenait d'où ça? Parce que tu vois, la question que je me pose, c'est, je sais pas hein, dans quel type d'environnement tu as grandi, mais tu vois, est-ce que dans ton entourage, comment tu voyais ces opportunités? Parce que c'est Chantal Jacquet qui dit ça, c'est une sociologue, qui souvent on dit quand on veut, on peut. Elle dit que non, c'est quand on peut qu'on veut, parce qu'il faut aussi avoir les conditions d'avoir accès aux rêves. Bien sûr. Tu as besoin de voir pour pouvoir te dire, c'est projetable, quoi. Ouais, bien sûr. Toi, comment ça s'est passé pour ça? Moi, je pense que ce qui m'a influencé, moi, c'est la lecture et les films. Parce qu'en gros, quand on était au primaire et au collège, on a déménagé en fait à un moment donné à Mantes-la-Ville, qui était une ville à côté de Mantes-la-Jolie, et on habitait à 5 minutes de la bibliothèque. D'accord. Et mon père, qui a son plus grand regret dans la vie, c'était de ne pas pouvoir continuer ses études, il nous a inscrits à la bibliothèque et nous forçait à prendre tous les mercredis 3 livres, à les lire et après à lui faire un résumé. Ouais, j'adore. Donc on allait à la bibliothèque. Au début, tu prends Tom Tom et Nana, Petit Nicolas, Spirou, voilà. Et en fait, quand ça dure plusieurs années, en fait, ce que mes frères ils faisaient, c'est que comme mon père il calculait plus trop, il reprenait les mêmes livres et il disait il lui racontait la même histoire et en fait mon père il calculait pas, tu vois. Sauf que moi, à un moment donné, quand j'ai lu toutes les bandes dessinées, j'ai commencé à m'intéresser à des biographies, des romans, des trucs comme ça. Et en fait, j'allais tout seul à la bibliothèque. Ouais, sans que ce soit forcé. Ça m'intéressait vraiment. Donc ensuite, quand tu lis ça et que tu comprends que ensuite tous les films, en tout cas tous les films sérieux qu'on connaît aujourd'hui, c'est que des adaptations de romans. Il y a aucun film où en fait il y a un mec il a écrit un script de 950 pages qui est sorti de son imagination. Non. Tous les films, tous les box-office, même les Marvel, même tous les films qu'on connaît, même Matrix, c'est un livre néerlandais. Tous les films qu'on connaît, c'est des inspirations de romans. Soit c'est l'entièreté du roman, soit c'est une partie, soit c'est un personnage, mais il y a toujours une inspiration. Et le plus gros succès Netflix français, Lupin, c'est une adaptation d'un, voilà. Donc au fait, quand on lit, ce qui est bien, c'est que comme on n'a pas l'image, en fait, les écrivains donnent beaucoup plus de détails. Donc c'est beaucoup plus simple de se projeter quand on lit quelque chose que quand on regarde un film, parce qu'en fait, quand on regarde un film, on se concentre sur les personnages. Et surtout, on se concentre sur ce qui est donné, alors que là, comme t'as rien, tu te crées ta propre imagination. C'est comme, je sais pas, imagine tu lis un livre et vous mettez autour d'une table, on essaie de décrire comment on voit le personnage X, tu vas voir, tu vas dire, moi je le pensais plus mince, moi je le pensais plus grand. Exactement. Tu vois, chacun selon sa propre représentation, tu vois. Exactement. Donc moi, le fait de lire, ça a beaucoup développé mon imagination. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais au lycée, j'ai fait un cursus littéraire. J'ai fait première L, terminale L. Et moi, j'ai adoré. Pour moi, je pense que
la formation littéraire, elle est vraiment sous-cotée. Tu t'en sers aujourd'hui? Ou pour l'instant c'est un truc enfoui où tu te dis plus tard je pense quand tu seras millionnaire? Je pense que ouais, non, mais je pense que justement, ce côté qu'on a eu pendant les études d'opposer les scientifiques avec les économiques et sociaux et littéraires, les littéraires, c'est complètement débile. Ah, je suis d'accord. Et qu'en fait, c'est pas parce qu'on veut faire de la littérature qu'on peut pas avoir une vraie éducation scientifique non plus. Et du coup, je pense que je pense que les maths, c'est super important parce que ça aide à la logique. Au final, quand on monte une boîte, on fait des maths tous les jours. Ça. Et les intégrales de prépa, on les reprend. Voilà. Enfin, pas à ce point, mais ça. Et mais je pense que le plus important, c'est l'état d'esprit et l'ouverture d'esprit. C'est-à-dire que tu peux être hyper intelligent. Si tu n'as pas cette ouverture, ce côté un peu romanesque où tu vas pouvoir voir le monde et les aventures que tu peux faire, etc., tu vas rester dans un labo pendant 15 ans. Non, mais c'est vrai, et tu vas pas aller, et tu tires à balles réelles. Voilà. non, mais voilà, mais en fait, moi, ça m'a permis de voir le monde comme ça. Bien sûr. C'est pour ça que moi, je me souviens quand on était en école de commerce, c'est qu'il fallait choisir l'échange universitaire. Il y a des gens qui ont choisi par rapport au fait qu'ils voulaient pas aller loin. Moi, j'ai une étudiante, quelqu'un qui était dans ma classe qui m'a dit, je vais en Belgique, parce que c'est pas loin, j'ai pas envie d'être loin de Paris. Et oui. Alors que ça dure 6 mois sur potentiellement 100 ans de vie, donc en fait. Après, je pense qu'il y a aussi ce truc de, je sais pas dans quel état d'esprit t'étais quand t'étais rentré en école, mais, il y a des gens aussi qui se disent, moi, je rentre en école, je fais le maximum de l'école, je profite au maximum du truc, et je pense que c'est l'état d'esprit que t'avais. Tu te dis, comme tu disais tout à l'heure, les États-Unis, j'aurai l'occasion d'y aller. La Chine, un peu moins. Autant le faire maintenant, là où tu peux. Et plus tard, pour les États-Unis, tu verras, quoi. Bien sûr. Tu vois ouais, c'est une mentalité. Mais tout ça, ça vient du fait que, à travers l'état d'esprit que j'avais et l'ouverture que j'avais, je pouvais réfléchir comme ça. Et que, malheureusement, les gens, moi, j'ai pas fait un choix par rapport à mes parents. C'est-à-dire que je suis pas allé en Chine parce que mes parents, ou mes frères, ou mes sœurs, ou mon oncle, ou truc. Et il y a beaucoup de gens avec qui j'étais à l'école qui ont fait ça. T'es le combienième de ta famille? Je suis le 4e. Ok, vous êtes 6. Ok. Non, c'est juste que parfois, parce que ça joue la place dans la famille. Non, moi, je pense que, pour revenir à la question initiale, je pense que je suis celui qui ressemble le plus à mon père. À travers ce qu'il a accompli et d'où il partait. Et je pense que j'ai un peu les mêmes caractéristiques que lui, ce qui fait que, d'où tout ça, ça me vient naturellement de mes parents. Et en fait, l'échelle que eux, ils ont eu de partir d'un village et d'arriver en France, de travailler, d'être propriétaire, etc., c'est comme moi qui est né ici et aujourd'hui qui fait une société technologique qui fonctionne bien. C'est un peu, pour moi, c'est la même échelle. Et puis c'est que le début. Voilà. Donc, bien sûr, si toi tu regardes, si t'es quelqu'un qui a grandi en France, tu regardes l'histoire de mes parents, tu vas pas pouvoir valoriser ça. Mais si tu comprends les implications que c'est de partir de là où ils sont partis, tu te dis, complètement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se noient dans la Méditerranée et les gens se disent, c'est pas grave. Parce qu'en fait, les gens ne comprennent pas ce que c'est que faire ce périple. De partir de chez soi, se déraciner pour aller chercher un futur meilleur. Il y a plein de Français qui partent, d'ailleurs, qui le font en Europe, en Asie. C'est pas pareil. Voilà. Non, mais oui, c'est pas dans les mêmes conditions, quoi. Il y a une question que je pose souvent dans ce podcast, c'est celle de la notion de sweet spot. Tu vois, l'endroit où tu te sens bien à ta place. Est-ce que tu te sens à ta place aujourd'hui ou si oui, en quoi? Qu'est-ce qui fait que tu te sens à ta place? Je me sens pas à ma place encore. Pas encore? Non. Qu'est-ce qui ferait que tu te sentirais à ta place? En fait, je me sentirais
à ma place à partir du moment où ce qu'on a développé, ça impacte des millions de gens. C'est vraiment là où je me dirais, mais c'est pas par rapport à, on va dire, à mon ego, mais c'est parce que je pense vraiment que ce qu'on fait, ça peut vraiment être utile. Donc, en gros, aujourd'hui, alors j'ai eu une discussion cet été avec quelqu'un qui m'a dit, en gros, quand tu parles un peu comme si tu étais pas encore arrivé. Mais regarde, ça se passe bien, vous avez monté une boîte il y a 4 ans, vous avez convaincu des investisseurs de vous filer 10 millions, vous avez des super clients, enfin voilà, en gros, ça y est quoi. Ouais, mais après ça dépend de l'ambition. Et en fait, moi je vois ça vraiment comme des étapes, mais je vois pas ça comme des accomplissements. Parce qu'en fait, tout ça aura de sens que si la boîte elle marche. Et qu'aujourd'hui, bah, c'est pas parce qu'on t'a filé 10 millions et que c'est bien. Ça prouve quelque chose, mais ça veut rien dire sur la réussite. Mais du coup, genre, là, du coup, quand je t'ai posé la question de ton sweet spot, tu m'as parlé de ta boîte, mais il y a d'autres choses, je pense, dans ta vie aussi. Enfin, l'équilibre, je sais pas, de la manière dont tu bossais il y a 4 ans, c'est pas la même. Tes papas aussi, tu vois. Est-ce que est-ce que ces composantes-là rentrent dans ton sweet spot? On va dire que dans ma vie, du coup, je me sens mieux. Oui, bah, du coup, exactement. Je me sens mieux parce que la vie, parce que je suis rentré dans une phase où, en fait, on a démontré que ce qu'on faisait avait un énorme potentiel, on a emprunté une route qui commence à devenir, on va dire, une route à succès. Et du coup, ça impacte vraiment ma vie. Aujourd'hui, je gagne bien ma vie, je suis confortablement installé, je me pose pas forcément de questions sur les choses dont j'ai besoin, j'ai une famille maintenant, donc oui, là, on va dire d'un point de vue plutôt personnel, je trouve que je me sens bien. J'habite à Paris, dans 100 mètres carrés. Non, mais c'est, voilà, quoi, je le dis parce que c'est pareil, c'est pas forcément usuel, mais je peux pas me plaindre. Bien sûr, bien sûr, ouais, donc je suis vraiment content aujourd'hui de la vie que j'ai. Et en fait, tu peux te dire que tu vas envie d'habiter dans 200 mètres carrés. Oui, oui. 1 million de mètres carrés au final. En gros, si tu es dans une ville comme Paris et que tu es installé confortablement, que tu as une vie de famille, que ça se passe bien, en vrai. What else? Mais du coup, c'est une question que je pose plus tard, mais je la pose spontanément maintenant. Qu'est-ce que la réussite pour toi? La réussite, c'est subjectif. Oui. Moi, pour mes parents, s'ils ont l'impact que sur moi, que sur une personne, ils ont réussi parce qu'en fait, potentiellement, moi, je vais en avoir un impact sur beaucoup plus de gens. Donc, moi, je saurais pas te dire parce que financièrement, pour moi, réussir, c'est, tu vois, nous, par exemple, l'année dernière, il y a une grosse boîte américaine qui nous a proposé de potentiellement nous racheter la boîte. Moi, si c'était pas au-dessus de 100 millions, je la vendais pas. J'en ai dit, mais t'es malade, tu viens de commencer. Je dis, non, mais les ordres de grandeur, il y a des gens, on leur proposait 10 millions, ils auraient vendu la boîte, ils auraient vendu les stylos, leurs parents, ils auraient tout dit, peut-être. Take them all. Mais non, parce qu'en fait, je me suis dit, si en fait, eux, ils veulent nous racheter, c'est en fait ce qu'on peut faire, c'est évident. Mais est-ce qu'elle est que financière, pour toi, la réussite? Non, justement, c'est pour ça que je dis que pour moi, la réussite, c'est plus comment tu as réussi à impacter la vie des gens autour de toi déjà et la vie de gens en général. Pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que si je permets à des gens d'avancer dans leur vie, donc c'est pour ça qu'en fait aujourd'hui, on va dire de ce point de vue-là, je sais que c'est le cas. Donc pour moi, j'ai réussi ce que je voulais faire. Okay. Voilà. Donc il y a plus personne qui veut me dire que j'ai pas réussi. Non, mais pour moi, j'ai réussi parce qu'en fait, j'ai réussi
à atteindre un niveau où il y a des gens qui se disent, qui me regardent, ils disent, ah, mais c'est possible de faire ça. Donc, en fait, c'est pour ça que je serai jamais dans une avidité de me dire que je vais me mettre dans une situation mentale hyper compliquée parce que je suis en train encore de chercher une espèce de réussite. Voilà. Donc, moi, j'ai de l'ambition. Quand je dis non à quelqu'un qui veut nous racheter, je dis pas non que pour moi, je dis non pour les employés, pour nos investisseurs, Bien sûr, parce que bien je sûr. pense qu'il y a mieux. Mais moi, pour moi, aujourd'hui, j'estime que j'ai réussi, et en fait, ça me permet d'être beaucoup plus serein dans ce que je fais, et j'ai pas cette pression de me dire, ah, mais faut que tu réussisses, t'as pas encore réussi. Voilà. Trop bien. Bon, du coup, ça, c'était une question du Tamid Gatemeri, c'est les questions usuelles que je pose à la fin du podcast, donc je vais y passer maintenant. Justement, j'aimerais savoir comment ton rapport à l'argent a changé. Tu vois, parce que, tu sais, quand t'es forcément dans une famille où t'as pas forcément beaucoup de moyens au début, et que là, t'arrives à, je pense, voilà, tu comptes plus, quoi. Enfin, comment ça a changé et comment ce switch s'est fait? Je te pose la question parce que c'est marrant parce que j'ai fait un sondage récemment avec les auditeurs du podcast et ce sujet de l'argent est beaucoup revenu. Donc, je l'ai inséré dans mes questions. Donc, pour qu'ils sachent pourquoi. Voilà. Comment ton rapport à l'argent a changé? Déjà, vu que j'ai grandi dans une famille très modeste, mon père, il était ouvrier dans l'usine de Matelin, et ma mère, elle s'occupait des personnes âgées. Et on était 8 à la maison. Donc, très, très, très modeste. Donc, j'ai bien évidemment le complexe du pauvre. J'ai beaucoup fantasmé sur les gens qui avaient de l'argent et du coup ce qu'ils possédaient. Ah, un tel habite dans... qu'est-ce que ça fait d'habiter dans Paris? Qu'est-ce que ça fait d'habiter dans 100 mètres carrés? Qu'est-ce que c'est d'avoir une super montre? Qu'est-ce que c'est que d'avoir une grosse voiture? Qu'est-ce que c'est que d'avoir une grosse voiture? Qu'est-ce que c'est... Donc bien évidemment, j'ai eu et j'ai encore le syndrome du pauvre parce qu'il y a des trucs que j'ai pas fait. Par exemple, j'ai pas fait New York en hélicoptère. Les riches à New York il y en a qui prennent des limousines, mais en fait, les vrais riches, ils vont de building en building en hélicoptère. Donc, il y a plein de trucs que j'ai pas fait, donc je vais toujours avoir ce complexe. Je vais vouloir le faire parce qu'en fait, je me dis que il y a des gens qui ont cette vie-là, en fait. Je veux savoir. Donc j'ai ce complexe-là, et c'est vrai que pour des gens qui ont eu une enfance où en fait ils manquaient de rien, c'est-à-dire qu'ils allaient en vacances, ils avaient des expériences de la vie, bah oui, eux, ils vont valoriser autre chose. C'est pour ça que moi, j'ai des amis parisiens qui comprennent pas certains trucs en disant, mais pourquoi tu dépenses de l'argent dans ça, etc., etc. Mais en fait, justement, nous, on a ce que toi, t'as eu quand t'étais petit. Moi, je l'ai pas eu. Moi, je suis pas allé en colo. Moi, quand j'allais en vacances, j'allais chez mon cousin au Mureau à 20 minutes. On passait tout l'été là-bas. On jouait au foot, on jetait des pommes de pin. Et en fait, toi, bah, tu partais en vacances avec tes parents, tu partais en vacances avec des amis. Enfin, tu vois, t'as vécu des choses, t'as même été initié à des sports, des sports et des activités que je connais pas. Par exemple, il y a des gens qui ont fait de la musique. Donc on leur a appris à jouer d'un instrument, etc. Et en fait, aujourd'hui, avec une famille de 6 enfants, quand tu gagnes 1500 €, bah, tu peux pas inscrire ton fils au piano, ta fille à la flûte traversière. Enfin, déjà, c'est une logistique, tout ça. Donc, eux, ils ont grandi avec ces choses-là. Donc, en fait, ils ont pas eu l'opportunité de penser à qu'est-ce que c'est que de manquer de quelque chose. Donc, en fait, toi, comme tu grandis pas avec ces activités qui t'occupent l'esprit, bah, tu regardes la télé et tu penses que à tout ce qui te manque, en fait. Et ce qui fait que, bah, t'as un rapport à une certaine chose qui n'est pas forcément normale. Et ça a drivé ton ambition ou pas? Tu as le fait de vouloir combler ce manque-là? Oui, bien sûr. Ouais. Bah, quand t'es jeune, aujourd'hui, j'ai 33 ans, c'est différent. Mais quand t'es jeune, moi, quand j'avais 20 ans, j'avais hâte de me dire qu'il fallait que je sois millionnaire, qu'il fallait que je roule dans une grosse voiture, qu'il fallait que j'ai ci, que j'ai ça, et que ça voudrait dire que... Mais c'est vraiment ce complexe de se dire que tu vas te sentir mieux ou tu vas ressentir quelque chose quand tu auras ça. Et c'est le cas? Non.
Parce qu'au final, une fois que tu l'as, bah, en C'est fait, cool. tu te rends compte, tu te dis que, Bon, on va tester l'hélicoptère. non, mais voilà, en fait, t'as l'excitation Ouais. Du moment. du moment. Mais en fait, tu te rends compte que, bah, de rouler dans une Porsche ou de rouler dans une, en fait, ça, à un moment donné, ça, C'est plus, enfin, en fait, c'est plus exponentiel. non, Le truc, c'est ça. non. C'est Donc, comme le truc de seuil de bonheur, tu vois, ça monte, puis après, ça stagne, quoi, tu vois, exactement. Donc, en Ah ouais, fait, je tu vois. te rends compte que, si t'avais des problèmes et que tu montes dans une super voiture, bah, ça règle pas tes problèmes. Mais Donc, c'est en mieux fait, que quand même de pleurer sur un vélo, comme on dit, ouais, tu vois. ouais, bien sûr, bien sûr. Mais ce que je veux Mais dire, c'est oui. que bon, voilà, donc ça, en vrai, avec le temps, ça, tu te rends compte que voilà, donc même au final, je me suis rendu compte que des fois, je me sentais mieux à marcher 25 minutes dans Paris que à vouloir être dans un super resto ou Bien sûr. dans un truc. Donc, moi, mon rapport à l'argent, il a évolué parce que j'ai grandi sans argent, donc en fait, j'ai tous ces complexes-là. Là, il y a une transition qui s'opère où en fait, j'ai mon patrimoine qui se structure, j'ai commencé à bien gagner ma vie, en tout cas plus que la moyenne des Français, que en fait les choses se passent bien. Donc, bah, je vois plus le sujet de la même manière. Mm. Je vois plus, par exemple, j'achète plus des choses parce que j'aime bien. Tu vois, Oui, par exemple, pas en mode. je suis plus, par exemple, avant, j'étais très drivé marque. Mm. Fallait que si les gens mettaient ces marques-là, bah, fallait que j'ai ces marques-là. Alors que maintenant, quand je cherche, tu vois, des habits, parce que j'ai envie de changer un peu ma garde-robe, bah, je vais aller regarder des trucs qui me correspondent. Ou, par exemple, des trucs que je mettais quand j'étais plus jeune. Mm. Donc voilà, je fais plus des trucs, on va dire, Interesting. au feeling, plutôt Enfin, que, là où tu es plus aligné plutôt que de voir la trend, quoi. Si je comprends exactement, bien. exactement. Et qu'est-ce que tu aimerais transmettre à ton fils? Bah écoute, il est tout petit, là, 16 mois. Donc, Mais oui, mais du coup, c'est pas anticipé. donc non, mais voilà, mais en fait, ma réflexion sur toute son éducation, elle n'est pas encore figée. Ouais. C'est-à-dire que je sais que je veux qu'il ait une éducation où ça soit quelqu'un de respecté et de respectable. Je sais que je veux qu'il apprenne beaucoup de choses. Après, je sais pas si demain je réussis très bien, j'ai envie de le laisser avec beaucoup d'argent, et je sais pas si demain j'ai des problèmes, j'ai envie de le laisser avec des dettes. Tu vois, Mais plutôt en termes de valeurs, qu'est-ce que tu aimerais lui transmettre? bah, je pense que du coup, les mêmes valeurs que mes parents m'ont transmises, c'est-à-dire des valeurs de travail, de sérieux, qu'on comprend pas forcément quand les parents nous disent qu'il faut travailler, il faut être sérieux. À l'époque, moi, je ne comprenais pas forcément. Mais voilà. Quand tu dis de sérieux, c'est de réputation, genre, enfin que les gens. Non, c'est vraiment se dire que quand je dis sérieux, c'est dire c'est quand tu fais quelque chose, bah fais-le vraiment. Sois sérieux, quoi. Oui. En gros, Vas-y jusqu'au bout, quoi. va jusqu'au bout. Après, tu peux faire les choses sérieusement en étant quelqu'un de très joyeux, mais voilà, quoi. Faut vraiment, vraiment travail sérieux, partage, aussi comprendre que bah la vie c'est aussi des hauts, des bas, même dans les relations qu'on a avec les amis, parce que moi c'est quelque chose dont j'ai beaucoup souffert, c'est-à-dire que mes parents ne m'ont pas éduqué à mes relations amicales ou mes relations amoureuses. C'est-à-dire que moi j'ai très peu parlé de mes relations amoureuses avec mes parents, en tout cas ça arrivait tard. Même mes relations amicales, en fait, quand tu as des problèmes avec tes amis, bah moi j'en parlais pas avec mes parents. Ce qui fait que bah tu prends des décisions de te couper de certaines personnes, d'en vouloir, et en fait gérer tes relations amicales quand tu es quelqu'un de pas mature, ça crée des patterns chez toi où tu vas commencer à être un peu des fois à faire le rageux avec des gens, etc. Alors que c'est inutile, Vraiment inutile. voilà. Et ça, c'est ça que je déplore un peu peut-être dans l'éducation qu'on a eue, c'est que on n'a pas eu tout ce côté social avec les gens à l'extérieur, où en fait on nous disait juste fais pas de bêtises dehors. On ne dit pas voilà, quand tu as des problèmes avec ton ami, en gros, viens en parle-en avec lui, que
peut-être que c'est toi qui a pas réussi à faire ci, à faire ça, etc., etc. Donc ça, c'est un truc que j'aimerais bien lui transmettre, c'est savoir gérer ses relations amicales et potentiellement ses relations amoureuses. Est-ce que tu as un mot de la fin, quelque chose que tu veux ajouter, une question que je t'ai pas posée, ou juste ton ressenti là maintenant pour clore cette belle conversation? Bah écoute, moi je trouve que c'était une super question et malheureusement à chaque fois c'est des sujets qu'on peut développer sur lesquels en fait on peut dire encore plus de choses. Mais moi le message que je donne toujours, on va dire le message principal, c'est faut vraiment croire en soi, quoi. Ça paraît un peu bateau, mais pour moi, là où je suis aujourd'hui, ça a jamais été aussi vrai de se dire que c'est une réalité de croire en soi. Alors, maintenant, il y a des gens qui disent oui, mais c'est facile de dire de croire en soi, mais on commence par où? Ça commence par quoi? Et en fait, une des choses que tu peux maîtriser, c'est comment comment tu cherches, comment tu intègres l'information. Et je pense que plus tu es informé, plus tu vas avoir confiance, plus tu vas croire en ce que tu dis, en ce que tu fais, etc. Donc, moi, je pousse souvent les gens. Par exemple, moi, je donne un exemple, c'est à mes 20, 21 ans, quand j'étais en études supérieures, je voulais comprendre en fait comment, pourquoi Coca, pourquoi McDo, voilà, c'est qui les gens derrière ça, c'est quoi l'histoire derrière le mec qui a créé ces trucs-là. Et je suis allé sur Wikipédia et j'ai lu toutes les pages d'entreprises, des grandes entreprises américaines, des grandes entreprises françaises, et j'ai fait des découvertes où j'ai compris que il y a des grands moments de l'histoire de France ou de l'histoire des États-Unis qui sont liés avec des entreprises aujourd'hui, aujourd'hui, voilà. Donc tu comprends mieux pourquoi on a créé certains trucs. Par exemple, on a créé McDonald's parce qu'en fait, on voulait les gens qui travaillent dans les usines, on voulait qu'ils puissent manger 15 minutes. Donc en fait, il fallait que dans un repas, en fait, ils puissent avoir tout. Okay. Et le manger en moins de 15 minutes. Donc aujourd'hui, McDonald's c'est devenu quelque chose où on passe mais en gros, ça te dit beaucoup sur la société et comment elle a évolué. Et voilà. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que tu vois, ce que tu dis, c'est la curiosité. Enfin, faut être curieux de tout. Ouais. Et je trouve que ça fait vachement un lien avec ce que ton père, vous faisait faire d'aller à la bibliothèque et tu vois. Du coup, faut quand même un terreau. Exactement. Mais et après à développer, hein, bien sûr. Ouais. Mais en fait, moi pour le coup, j'ai toujours vu la lecture comme quelque chose de sympa parce que voilà, au début c'était une contrainte, ouais. Mais au fil des années c'est devenu sympa. Et en fait, ce qui est terrible, c'est que on se rend compte que là, à l'époque déjà, mais maintenant là, avec l'avènement des réseaux sociaux, on pousse les gens plus jeunes à consommer des contenus médias. Oui. Ce qui est bien, mais je pense que la lecture, ça fait vraiment... C'est pas pour rien qu'en fait le contenu média le plus vieux qui était relevant il y a 2000 ans, il est relevant aujourd'hui. Et qui reste toujours. C'est la lecture. Ouais. Donc moi, vraiment, si tout le monde pouvait prendre conscience de ça, de lire, ça pourrait être bien. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé. Et ça aide à construire la confiance en toi, parce que si t'as des conversations et que tu es sûr de ce que tu dis, tu maîtrises ton sujet, etc. Ou même t'as la capacité à poser des questions, etc. Articuler ta pensée, etc. C'est bien. Donc voilà ce que je dirais, c'est de faire ce travail pour pouvoir avoir confiance et croire en ses capacités. Trop cool. Écoute, merci beaucoup Bruno. Moi, c'était un plaisir en tout cas. Ouais. Je pense qu'on aurait pu rester des heures. Ouais. Et je t'ai pas trop pris de minutes. Ça va, tu me pardonnes pour les 6 minutes? Non, je t'ai pardonné. Merci beaucoup. Merci, à bientôt.